de Philippe Muret, tombeau pour une touriste innocente. Rien n'est plus beau qu'une touriste blonde qu'interviewent des télés nippones ou bavaroises juste avant que sa tête dans la jungle ne tombe sous la hache d'un pirate aux façons très courtoises. Elle était bête et triste et crédule et confiante. Elle n'avait du monde qu'une vision rassurante. Elle se figurait que dans toutes les régions règne le sacro-saint principe de précaution. Point de lieu à la ronde qui ne fût excursion. Rien ici ou là-bas qui ne fût évasion. Pour elle, les pays étaient terre de passion et de révélation et de consolation. Pour elle, les pays étaient terre de loisirs. Pour elle, les pays n'étaient que communion. On en avait banni les dernières séditions. Pour elle, toutes les terres étaient terres de plaisir. Toute petite, elle disait avoir été violée par son oncle et son père, ou par un autre encore, mais elle dut attendre ses 31 ballets pour revoir brusquement ce souvenir éclore. Elle avait terminé son second CDD, mais elle envisageait d'autres solutions. Elle voulait travailler dans l'animation pour égayer ainsi nos fêtes de fin d'année. Elle cherchait à présent, et pour un prix modique, à faire partout régner la convivialité, comme disent les conseils en publicité. Elle se qualifiait d'intervenante civique. Elle avait pris contact avec plusieurs agences et des professionnels de la chaude ambiance. Elle était depuis peu amie d'un vrai artiste, musicien, citoyen, jongleur, équilibriste, grand organisateur de joyeuses sarabandes. Le mercredi midi et aussi le samedi pour la satisfaction des boutiques Godasland, créateurs d'escarpins, cubistes et nabis. Elle aussi s'entraînait à des tours rigolos, en lançant dans les airs ses propres godillots, baskets mi-matière à semelles crantées. Les messages passent mieux quand on s'est bien marré. Au ministère social des instances drôlatiques, elle avait exercé à titre de stagiaire l'emploi de boîte vocale précaire et temporaire. Elle en avait gardé un souvenir érotique. Elle avait également, durant plusieurs semaines, remplacé une hôtesse de chez Valeurs Humaines, filiale fondamentale du commerce équitable, où l'on vend seulement des objets responsables. Elle avait découvert le marketing éthique, la joie de proposer des cadeaux atypiques, fabriqués dans les règles de l'art humanitaire et selon les valeurs les plus égalitaires. T-shirt, André Putman et gabardine de Stork, et pendentifs Garouste, et pochettes d'Aristorque, soquettes respectueuses, amulettes charitables, objets de toutes sortes et toujours admirables, étoiles, alternatives, et broches tolérance, et bracelets vertu, et tissus, complaisance, et blousons gentillesse, et culottes bienveillance, consommation plaisir, et supplément de sens. Café labellisé, bio, humanisé, petit poulet de grain ayant accès au prêt, robe du Bangladesh, jus d'orange allégé, connotation manouche complètement décalée sans vouloir devenir une vraie théoricienne. Elle savait maintenant qu'on peut acheter plus juste et que l'on doit avoir une approche citoyenne de tout ce qui se vend et surtout se déguste, et qu'il faut exiger sans cesse et sans embâge la transparence totale devant l'étiquetage, comme dans le tourisme pointilleux éthique, transformant celui-ci en poème idyllique. À ce prix seulement, loin des sentiers battus du vieux consumérisme passif et vermoulu, sortons de l'archaïque rôle de consommateur pour s'affirmer vraiment consomme-acteur. Elle faisait un peu de gnose le soir venu, lorsqu'après le travail, elle se mettait toute nue et qu'ayant commandé des sushis sur le net,
Elle les grignotait assise sur la moquette, ou bien elle regardait un film sur Canal+, ou bien elle repensait à ses anciens amants, ou bien elle s'asseyait droit devant son écran et envoyait des mails à des tas d'inconnus. Elle disait « je t'embrasse ». Elle disait « je t'enlace ». Elle faisait grand usage de la touche arrobase. Elle s'exprimait alors beaucoup, avec beaucoup d'audace. Elle se trouvait alors aux frontières de l'extase. Dans le métro, souvent, elle lisait Coelho ou bien encore Pénac. Et puis Christine Angot. Elle les trouvait violents, étranges et dérangeants, brutalement provoquants, simplement émouvants. Elle aimait que les livres soient de la dynamite, qu'ils ruinent en se jouant jusqu'au dernier des mythes, ou bien les reconstruisent avec un certain faste. Elle aimait les auteurs vraiment iconoclastes. Elle voulait 3 bébés ou peut-être même 4. Mais elle cherchait encore l'idéal géniteur. Elle n'avait jusqu'ici connu que des farceurs, des misogynes extrêmes ou bien d'odieux bellâtres, des machistes ordinaires ou extraordinaires, des sexistes populistes très salement vulgaires, des cyniques égoïstes, des libertins folâtres ou bien des arnaqueurs. Elle la trouvait saumâtre. Elle se voyait déjà mère d'élèves impliqués dans tous les collectifs éducatifs possibles et harcelant les maîtres les plus irréductibles conservateurs pourris, salement encroutés, qui se cachent derrière leur prétendu savoir, faute d'appréhender un monde en mutation, qui sans doute a pour eux l'allure d'un repoussoir quand il offre à ses yeux tant de délectations, comme toutes les radasses et toutes les pétasses, comme toutes les grognasses et toutes les bécasses. Elle adorait bien sûr Marguerite Duras, cette vieille carcasse, elle n'était jamais lasse. Elle s'appelait Praline, mais détestait son nom. Elle voulait qu'on l'appelle Églantine ou Sabine, ou bien encore Ondine, ou même Victorine, ou plutôt Proserpine. Elle trouvait ça mignon. Elle faisait un peu de voile et d'escalade. Elle y mettait l'ardeur qu'on trouvait aux croisades. Elle se précipitait sous n'importe quelle cascade. Elle recherchait partout des buts de promenade. Chaque fois qu'elle sortait avec une copine, elle se maquille avec beaucoup de soin, soutien-gorge pigeonnant et perruque platine, encore un coup de blush pour rehausser son teint. Orange fruité, fard pastèque de chez Guerlain, bottines en élastane, blouson, cintré zippé, sac pochette matelassé et bracelet clouté, ou alors pour l'hiver une veste en poulain. Ou un top manche fendue en jersey de viscose, jupe taille élastiquée en voile de lurex, tunique vietnamienne décorée de passes roses, sans rien dessous bien sûr, pas même un cache-sexe. Elle disait qu'il fallait réinventer la vie, que c'était le devoir d'un siècle commençant avec toutes les horreurs du siècle finissant. Là-dedans, elle s'était déjà bien investie. De temps en temps, chez elle, rue des Patibulaires, elle mobilisait certains colocataires afin d'organiser des séances de colère contre l'immobilisme et les réactionnaires. Elle exigeait alors une piste pour roller, 2 ou 3 restaurants à thème fédérateur, l'installation du câble ou d'un mur de l'amour où l'on pourrait écrire « Je t'aime » sans détour. Elle réclamait enfin des gestes exemplaires. D'abord, l'expulsion d'un vieux retardataire, puis la dénonciation d'un voisin pluraliste dont les jeunes filles étaient contractuelles, le péniste. Le jour de la fierté du patrimoine national, quand on ouvre les portes des antiques palais, elle se chargeait d'abord de bien vérifier qu'il manquait nulle part d'accès handicapé. Faute de se faire percer plus souvent la forêt, elle avait fait piercer les bouts de ses 2 seins par un très beau pierceur, sans nul doute canadien, qui, des règles d'hygiène, avait un grand respect. Avec lui, aucun risque d'avoir l'hépatite B. Elle ne voulait pas laisser son corps en friche, comme font trop souvent tant de gens qui s'en fichent. Elle pensait que nos corps doivent être désherbés. Elle croyait à l'avenir des implants titane,
phéromones synthétiques pour de nouveaux organes. Elle approuvait tous ceux qui, aujourd'hui, claironnent, des lendemains qui greffent et qui liposuctionnent. Elle avait découvert le théâtre de rue. Depuis ce moment-là, elle ne fumait plus, elle pouvait à nouveau courir sans s'essouffler, elle n'avait plus honte maintenant de s'exhiber, elle attendait tout de même son cancer du poumon. Dans 10 ou 15 années, sans trop se faire de mouron, elle préparait déjà le procès tatillon qu'elle intenterait alors aux fabricants de poison. Faute de posséder quelque part un lopin, elle s'était sur le web fait son cybergardin, rempli de fleurs sauvages, embaumée de pollen. Elle était cyberconne, elle votait Jospin. Elle avait parcouru l'Inde, le Japon, la Chine, la Grèce, l'Argentine et puis la Palestine, mais elle refusait de se rendre en Iran, du moins tant que les femmes y seraient mises au banc. On l'avait alléchée avec d'autres projets, une saison en enfer, un été meurtrier, un voyage en Hollande, ou au bout de la nuit, un séjour de 3 heures en pleine Amazonie, 5 semaines en ballon ou sur un bateau ivre, à jouir de voir partout tant de lumières exquises, ou encore 15 jours seuls sur la banquise, avec des ours blancs pour apprendre à survivre, une randonnée pédestre dans l'ancienne Arcadie, un réveillon surprise en pleine France moisie, une soirée de rap dans le Beloutchistan profond, le Mexique en traîneau, un week-end à Mâcon. Elle était morte, un matin, sur l'île de Tralala, des mains d'un islamiste anciennement franciscain, prétendu insurgé et supposé mutin, qui la viola 2 fois, puis la décapita. C'était une touriste qui se voulait rebelle, lui était terroriste et se rêvait touriste, et tous deux étaient des altermondialistes. Leur différence même n'était que virtuelle.